Yann Colette va vous lire un livre que je viens d'écrire et qui est paru chez Stock. Le titre, Nu avec Picasso. La main que je ne vois pas et qui me saisit par le col alors qu'il n'y a pas âme qui vive à 50 mètres à la ronde, me propulse à travers le portail grand ouvert du musée Pépé. Elle est accompagnée d'un souffle batracien, une odeur indicible et laide qui glisse chaudement de part et d'autre de ma nuque et se vrille dans mes deux narines exceptionnellement dégagées en cette période de rhume des foins. Le choc de mon front contre le vase que tient à bout de longs bras démesurés une dame sculptée dans le bronze a le mérite d'effacer dans la seconde l'odeur nauséabonde et la douleur qui suit, le bon goût de me faire perdre connaissance en même temps que le portail se referme dans un claquement sourd. Je retrouve mes esprits alors qu'il fait noir et que j'y vois comme en plein jour. Je suis allongé sur un lit de camp en toile beige et ma bosse fait si mal qu'elle semble vraie. Je l'effleure du bout des doigts et décide qu'elle est bien vraie car bombée et sensible, pas de liquide chaud et épais qui coule, c'est une bonne chose. Je me redresse sur un coude et tourne la tête. La femme de bronze est là, dans mon dos, le vase au bout de son long bras musculeux. L'autre bras, le gauche, n'est plus. Je veux dire qu'il n'existe pas, ou à peine, ou sous forme de moignon dégradant, peut-être. C'est toujours dégradant, un moignon. N'est-ce pas? Sauf si on n'a rien à faire de cette addiction selfisatrice qui nous fait oublier l'espace, le vrai, pas celui qui nous exclut, mais celui qui nous ouvre vers l'ailleurs. J'ai l'impression qu'elle parle, la femme bronzée. Mais non, ça doit venir du dehors lointain. Je n'avais jamais vu un dehors pareil à Paris. Ce dehors où il n'y avait pas âme qui vive à 50 mètres à la ronde autour de moi et où une main m'a agrippé par la nuque pour me projeter ici. Vous vous souvenez? Quand même. J'espère. Une force indicible m'aurait donc extrait du dehors, détourné de mon extérieur pour me cloîtrer dans ce dedans. J'ai bien une théorie sur le dehors-dedans, mais l'exposer ici et maintenant me paraît peu judicieux et vain. Plus tard. Je regarde la lourde porte, plus refermée qu'une bouche cousue. Pas la peine d'essayer de l'ouvrir, ça se voit de là où je suis. Mon lit. Finalement, être dans un dedans en ces temps troubles vaut mieux qu'être dans un dehors. Je me dis. Ce lieu, en quelque sorte, serait mon refuge,
mon corps est tendu, inconfortablement mis sur le lit de camp, mais je n'ose pas bouger. Le refuge s'annonce mal. Sous le lit, des crânes peut-être. Pourquoi ai-je dit « ce musée est mon refuge » ? J'ai même dû dire à un moment « musée PP » comme prison politique. Un musée, ça peut devenir prison, comme prison et hôpital deviennent hôtel de luxe. Un peu partout dans le monde. Je ne me souviens pas avoir envisagé ce jour une visite de musée, ni prison, ni hôpital, ni hôtel d'ailleurs. Mon seul et unique but était de trouver du matériel de première nécessité pour peindre. Cet exercice relève de la quête quasi mystique depuis l'assèchement des réseaux de distribution Internet, eux-mêmes responsables de la disparition des détaillants physiques, les magasins spécialisés, en un mot, au profit la plupart du temps de boutiques de streetwear et de chaussures de sport mode qui s'usent et puent vite. Obsolescence programmée oblige. L'odeur. Puisque je pense odeur, je me concentre sur mon nez. Il est plutôt performant. J'ai même conscience d'avoir une mémoire olfactive nettement supérieure à ma mémoire visuelle, ce qui pour un artiste relèverait du comble. Mais au fond de moi-même, je sais que non. Une mémoire visuelle trop précise est un handicap pour l'artiste. J'y reviendrai, si tout va bien. Cependant, il y a aujourd'hui des artistes dont le champ d'investigation est précisément l'odeur. J'ai récemment demandé pour mon exposition Mécanum Animal au Musée des Arts et Métiers à une jeune artiste de créer l'odeur de la guerre. Aberration savamment relevée, mes narines en ont encore un souvenir de poudre à canon poivré, bois et chair brûlée, viande putréfiée. Mon nez donc. Là, il ne sent rien. Il inhale un air dont la neutralité fait peur, comme le silence enfermé dans du silence. Cet air fait de particules de néant n'est tout simplement pas. Il me permet de respirer, pourtant je l'entends dans mes poumons, accomplissant son rôle. Je sens néanmoins, pendant une fraction de seconde, une odeur qui repasse en sens inverse et qui serait l'odeur de l'intérieur de mon corps. Et l'intérieur d'un corps, ça ne sent pas très bon. Toujours cette histoire de dehors et de dedans. Je décide de me concentrer sur rien. Et c'est très difficile. Quand on n'entend ni ne sent,
Obsédé par ce néant, je ne m'endors pas. Alors, je marche dans le noir et vois tout. Au détour d'un couloir, une femme m'implore. Ses yeux coulent comme des larmes tellement ils s'étirent vers le bas. Elle me dit « Attention au meurtre ». Et la belle de pleurer de plus belle, ses globes oculaires tombant à mes pieds en faisant floc. Le gauche, touchant le sol le premier, je le ramasse. L'œil ne pèse rien, n'imprime aucune sensation à ma main. Lui non plus n'est donc pas. Le visage de la belle s'estompe comme sous l'effet d'un doigt de grand peintre habile. Je pense à Veličković. Je crois cependant entendre sa voix sans son murmurer quelque chose qui pourrait ressembler à « Je suis la femme qui pleure. Je suis Dora. » Une traînée de couleurs subsiste un temps dans l'espace. Rien de plus. Tout ceci commence à être bizarre, me dis-je, stupidement. Et la mise en garde ne me plaît pas. Je veux partir, quitter cet endroit. Mais bien évidemment, la lourde porte qui donne sur le dehors d'où je suis venu et où à présent il fait nuit ne s'ouvre pas. Je retourne vers mon lit. Au passage, dans le noir, je tends la main vers la dame sculptée dans le bronze, j'effleure le vase qu'elle tient et laisse glisser mes doigts sur la peau souple et légèrement duveteuse de son toujours long bras, démesuré, 1,76 m tout de même, à la température de 37,8. Un début de fièvre, c'est évident. Une décharge électrique scelle ce fugace contact de nos peaux. Une voix douce dit « Je ne suis pas comme ça. J'ai été trahi dans toutes mes proportions. » Mes yeux vont chercher à près de 2,20 m la bouche d'où ce son aurait dû sortir, mais à cette altitude, point de bouche, juste la masse informe d'une grosse tête lisse, sans le moindre orifice. La voix reprend. « Je suis Thérèse Walter. Nous nous sommes aimés, Pépé et moi, et ça a donné ça. J'avais de beaux yeux et un corps harmonieux. Elle éclate en sanglots. Pépé, c'est Pablo Picasso, celui qui fait pleurer les femmes. Pas prison politique. Suis-je bête? Je regagne mon lit, donc, bête que je suis. J'y marine maintenant. L'eau clapote autour de mon corps nu et le chatouille par endroits. Une eau à 27 degrés pour un bain du soir, ce n'est pas bon. Le fond du lit, de la baignoire, soyons clairs, est fortement désagréable. Du vieux matériel où des centaines de corps se sont frottés. Des peaux probablement desquamées,
laissant ce petit dépôt glissant et granuleux. Je me relève violemment, je dérape, et ce faisant, je projette une gerbe d'eau contre le mur au nom gravé. Cette baignoire n'est pas mon lit. C'est le cri ferme et dérisoire que je crois pousser, mais qui ne sort pas. Un cri qui n'est pas. Comme tout ici ne semble pas être. Et moi en priorité. Je ne suis pas. C'est ça la réalité. Ici, je ne suis pas. Ce court instant de soulagement, je lui ouvre volontiers les bras, sauf que, par ce geste, je projette de nouvelles brassées d'eau qui attestent, lamentablement, du contraire. Non, je marine bel et bien, nu dans mon lit baignoire, où ma peau à présent me gratte de partout. L'eau curative soufrée qui m'enveloppe ne produit pas plus d'effet positif que le mouchoir vinaigré qui ceint mon crâne violemment migraineux. Car il m'est dit à l'intérieur de ma tête, avec un fort accent du XVIIIe siècle, que je souffre de dermatite herpétiforme, séboréique et eczémateuse. Je soulève le coin du mouchoir vinaigré, base de cidre, le meilleur pour les salades. Le haut de mon torse et mes bras sont couverts de plaques dont je préfère taire la nature, tant elle me donne envie de pleurer. Mara, tu vas mourir. Cette phrase que l'on ne peut entendre car prononcée par une voix féminine non décibellisée pénètre néanmoins mon cerveau. Et le couteau qui s'abat sur moi, comparé aux mensurations d'un corps humain, le mien en l'occurrence, mesure au moins 70 cm de long et sent la mine de plomb. Une odeur, enfin, ai-je le temps de penser, avant que l'eau de mon bain curatif ne s'empourpre de noir et blanc. Oui, je ne l'ai pas précisé, toute cette scène pitoyable est frappée du sceau d'un royal noir et blanc que n'aurait pas renié Eisenstein. Ou mieux, mais plus facile, Hitchcock, lui-même, dans sa psychodouche. Une blessure donc, monochrome et en pleine poitrine, produite par une telle lame. Ça a de l'allure tout de même. Mais ce qui me fait fuir, c'est plutôt ça. Le visage au-dessus de moi, gueule ouverte. Là, juste sur la page d'en face. Que dit ce visage à la langue phallique décomplexée, aux yeux exorbités qui me fixent, aux dentelles du bonnet que retiennent des cheveux comme les dents retiennent une gueule ouverte? Que peut donc hurler Charlotte Corday, la Girondine, en m'assénant tout sein dehors ce coup de couteau de 70 cm de long? En m'extrayant précipitamment de la baignoire-lit, je sais que je m'extrais également et surtout du corps de Mara. Je m'enfourne nu dans le premier couloir sombre qui s'ouvre sous mes pas, sans aucun floc-floc. Par un réflexe olfactif, rassurant, je piste, tel un truffier, l'odeur de mine de plomb, repérée plus haut. La mine de plomb, je connais. La mine de plomb me rassure. La mine de plomb, je l'aime.
autant que lui, car cette affirmation le fait se retourner Picasso est là. Et il me voit.